On va démarrer en tout cas, voilà, je vais laisser la parole maintenant à Patrick Bardet pour vous accueillir officiellement. On a lancé l'enregistrement, c'est bon. La parole à toi Patrick. OK, merci. Donc, eh bien, bonjour à tout le monde, chacune et chacun. Donc, bienvenue sur ce webinaire, organisé par la CARSAT Aquitaine, donc le département des risques professionnels. L'idée de ce webinaire, alors c'est le premier d'une série, il y en aura d'autres. L'idée de ce webinaire, c'est de nous adresser à vous pour vous présenter et vous informer sur, nos offres de services. Donc, aujourd'hui, on va parler principalement, enfin, on va parler très petites entreprises. Alors quand on dit très petites entreprises, c'est moins de 50 parce que vous allez voir que ça conditionne un certain nombre justement de choses au niveau de notre offre de service. Donc vous allez avoir alors pourquoi nous adresser à vous? Parce que tous, autant que vous êtes, vous pouvez avoir un intérêt à connaître ce qu'on va vous présenter pour le relayer auprès de vos adhérents, auprès des entreprises que vous suivez, auprès de vos autres partenaires, et cetera. Et donc on va, consacrer cette heure à vous présenter cette offre de service à destination des TPE. Donc les intervenants que vous allez avoir, bon, Sandrine Paradis qui a introduit ce webinaire, donc est notre grande animatrice, ingénieure conseil à la CARSAT et en charge de tout ce qui est innovation et partenariat. Vous aurez Fabrice Norgeux, ingénieur conseil, qui s'occupe entre autres de nos activités à destination des TPE, mais pas que. Vous aurez Pierre Lambert, qui est ingénieur conseil régional adjoint et qui maîtrise sur le bout des doigts toutes les incitations financières et toutes les aides financières en soutien de nos programmes de prévention. Et Elisa Thébar, qui est notre responsable du pôle gestion administrative et donc qui traite tous ces dossiers d'aide financière en particulier et donc qui maîtrise également tout à fait le sujet. Voilà, donc écoutez, moi je vais laisser la parole au premier de nos intervenants et puis je vous souhaite une bonne heure intéressante et on se retrouve à la fin pour débriefer. Voilà. N'hésitez pas à poser les questions par le chat. Il est là pour ça, à lever la main, à vous manifester. On n'est pas super nombreux et on peut se permettre d'être un peu interactif. Voilà. Je te laisse la parole, Fabrice. Bien, merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les outils qui ont été créés dans l'offre de services TPE, puis nous passerons après aux aides financières. Donc, ces outils, ils découlent d'un programme national qui a été lancé par l'assurance maladie risque professionnel en 2018 et qui continue en 2022 et qui continuera probablement encore 4 années. Alors, 2 enjeux majeurs sur ce programme. Le premier, c'est développer la prévention, je dirais même la culture prévention des risques professionnels, dans un but final de contribuer, bien évidemment, à faire baisser l'accidentologie, la sinistralité de ces TPE. Alors, dans TPE, on entend entreprise de moins de 20 salariés. Et comment on va le faire? En élaborant des outils, en s'appuyant sur les acteurs nationaux, principalement organisations professionnelles et autres organismes nationaux. Alors, on va développer des outils à destination des TPE et le but de les déployer, donc déployer avec les acteurs nationaux et puis avec vous également, donc à l'échelon régional. Alors, pour avoir une idée de l'enjeu de ce programme national, il suffit de regarder ce que représentent les TPE au niveau national. C'est globalement un tiers des salariés du régime général. C'est plus d'un quart des accidents du travail d'au moins 4 jours d'arrêt. Avec un constat, c'est que ces entreprises, on va dire, sont démunies, entre guillemets, pour prévenir les risques professionnels. Puisque ce sont des entreprises peu structurées. Généralement, on va retrouver l'employeur, l'assistante, son assistante qui vont gérer cette activité risque professionnel quand elle est gérée. Et donc, peu ou pas de moyens humains. Avec des outils qui existent, mais qui sont complexes à aborder pour ces entités avec ces petits effectifs. Donc, l'idée a été donc on va dire, développer des outils pour 36 métiers. On a ciblé 36 métiers au niveau national. Ils couvrent
globalement 60% des entreprises de moins de 20 salariés. Alors, on a fait des groupes en termes d'activité, pour que vous ayez une idée. Donc, un premier groupe qui va concerner la restauration, l'hôtellerie, également le commerce. On va retrouver donc 9 métiers qui vont être concernés, qui vont avoir des outils dédiés à leur activité. Je ne vais pas les développer, hein, vous les voyez sous les yeux. Ensuite, on va avoir le transport, l'environnement et également l'imprimerie. Donc avec le transport, globalement, toutes les activités liées au transport, marchandises, voyageurs, déménagement et le transport sanitaire. La métallurgie, plasturgie, avec aussi des activités dont les garages, hein, comme vous le voyez, traitement, revêtement de métaux. Une autre activité qu'on appelle service, on va retrouver la coiffure, l'esthétique, les vétérinaires, l'aide à domicile, voilà, et des associations aussi, associations sportives et autres associations. Le bâtiment, en regroupant le bâtiment, travaux publics et le bois. Et puis, un autre groupe concernant les départements d'outre-mer, filière agricole tropicale et équatoriale. Donc, pour ces 36 métiers, on a un chef de projet national en CARSAT qui a géré avec les groupes nationaux, les organisations professionnelles, de développer ces métiers. Alors, pour nous, en CARSAT Aquitaine, à titre d'exemple, on a développé donc autre association et puis également transport routier de voyageurs. Voilà. Donc, nous, on a été donc, chef de projet nationaux au niveau de l'Aquitaine sur ces métiers. Alors, quels sont les outils qui ont été développés pour la profession? Je vais vous les présenter brièvement. Alors, sachant que vous aurez cette présentation disponible et que vous allez avoir des liens qui vont vous être présentés. Vous voyez, pour chaque outil que je vous présente, il y a un lien Internet. Vous aurez sur la présentation les liens et vous aurez directement accès à ces outils. Alors, en premier lieu, on a développé des pages web au niveau du site de l'INRS et au niveau du site Assurance Maladie Risque Professionnel, le site Anélie. Donc, le site INRS, vous allez retrouver globalement par métier tous les outils qui sont présentés. Donc, il y a une page dédiée aux outils. Donc, par exemple, le transport routier de voyageurs avec les outils que je vous présente ensuite. L'outil qui est central et probablement le plus utile pour les TPE, c'est l'outil en ligne d'évaluation des risques professionnels qui permet d'élaborer son document unique et son plan d'action de prévention des risques professionnels. Alors, deux typologies d'outils. L'outil OIRA qui a été développé par notre réseau, qui est un outil européen en ligne qui permet donc d'évaluer les risques. Je vous ferai un petit focus à la diapo suivante. Pour le bâtiment et les travaux publics, on n'allait pas réinventer un outil qui existe déjà, qui est très bien fait, par l'OPP-BTP, qui s'appelle Mon Doc Unique Prems. Donc là, vous aurez le lien à ce document de l'OPP-BTP. Troisième outil, un outil qui permet d'agir suite à un accident du travail. Une TPE a un accident du travail, très souvent, elle n'analyse pas son accident. Les outils type arbre des causes sont assez complexes à mettre en œuvre, nécessitent des compétences. Donc, un outil un peu pré-mâché pour permettre d'analyser, mais surtout trouver des pistes de prévention. Là aussi, je vous fais un focus au diapo d'après. Ensuite, l'outil de formation en ligne, les bases en prévention, c'est un outil de e-learning qui a une durée d'à peu près une journée, équivalente à une journée qui peut s'étaler dans le temps. Comme son nom l'indique, l'idée, c'est d'acquérir des compétences de base dans ce domaine-là, savoir un peu ce qu'il y a derrière. Des fiches solutions qui permettent, pour des situations, des risques donnés, d'identifier des mesures de prévention simples. Ça découle de l'outil OIRA. Là aussi, je vous fais un petit focus ensuite. L'outil d'accueil pour les jeunes et nouveaux embauchés.
qui s'appelle Tutoprev Accueil, basé sur une chasse au risque qui permet de dialoguer avec un nouvel embauché, commencer à discuter d'un risque professionnel dans l'entreprise. Donc, vous avez 11 outils Tutoprev qui ont été développés au niveau du réseau. Il y en aura encore 2 autres cette année sur les commerces de bouche, sur le commerce de bouche. Et là, donc, en fait, la subtilité, c'est que tous les métiers, les 36 métiers, n'auront pas tous leur Tutoprev, puisqu'il faut 2 Tutoprev. Enfin, il faut 2. En fait, on a une année, sur une année, on peut établir que 2 Tutoprev au niveau du réseau. Voilà. Le cahier de l'accueillant, qui est un document, on va dire, générique, qui permet de donner des pistes lors de l'accueil du nouvel embauché, des conseils aussi un peu RH, comment on accueille un nouveau. Donc, un document qui pourrait être utile à l'accueil des nouveaux. Donc, 2 documents, voilà, pour l'accueil des nouveaux. Et pour finir, en outil au niveau de mon cercle, des fiches CBCM. Alors, comment bien choisir son matériel? Par activité, par métier, on a identifié, les chefs de projet nationaux, 2 équipements pour une activité qui sont intéressants, utiles en termes de prévention des risques professionnels qu'on souhaite mettre en avant. Et l'idée, ce n'est pas comment rédiger ce cahier des charges. L'idée, c'est je veux acheter cet équipement en termes de prévention des risques professionnels. Quels sont les grands points essentiels que je dois voir dans l'offre de mon fournisseur? Si j'ai plusieurs fournisseurs, quels sont les points qui vont se distinguer, enfin le matériel, comment il va se distinguer par rapport à l'autre fournisseur? Donc voilà, c'est un guide pour bien choisir son matériel et on explique aussi à quoi sert ce matériel. Donc des fiches, comment bien choisir son matériel qui sont en cours de développement. Les premières vont bientôt sortir. Puis pour appuyer un peu, expliquer tous les outils, expliquer pourquoi effectuer, mettre en œuvre la prévention des risques professionnels dans sa TPE, eh bien nous avons réalisé pour chaque métier des webinaires nationaux où l'on présente les problématiques de la profession, les risques principaux de la profession et l'on présente également les outils. Là aussi, vous aurez les liens, vous aurez le lien à tous ces webinaires si vous souhaitez aller un peu plus loin. Et puis un outil qu'on n'a pas mis aussi dans cette présentation, on a aussi l'outil Faire le point sur les RPS, sur les risques psychosociaux, qui sera aussi très utile aux entreprises. Donc un petit focus sur l'outil OIRA. Alors on vous donnera là aussi avec la présentation une vidéo présentant l'OIRA. Alors, pour éviter les problèmes techniques, on s'est dit on va plutôt vous présenter ça sous forme de diaporama. Vous allez suivre un peu le guide. Alors, l'outil OIRA, c'est très simple. Une fois qu'on est connecté, la première chose à faire, c'est de donner un mot de passe et puis son adresse mail, sachant que c'est confidentiel. L'outil est gratuit, intuitif et guidé, comme c'est marqué dessus. Donc, un outil qui est à la main de l'employeur, c'est confidentiel. Nous, Réseau Assurance Maladie, on ne pourra pas aller voir ce qu'il y a sur ce qui a été rentré. Alors, première étape, la préparation. C'est donc on rentre l'adresse mail, on rentre le nom, le nom du fichier. Et puis ensuite, on a une étape qui est impliquée. C'est un message pour dire cet outil, elle ne va pas se faire dans le bureau, tout seul dans son coin, au niveau du chef d'entreprise, mais on va impliquer les salariés et un peu toutes les activités de l'entreprise pour travailler le sujet. Et ensuite, on va aller au corps du document, de l'application, qui va être l'évaluation. Donc, l'évaluation, je vais trouver dans l'évaluation, on a découpé par tâche, par métier de l'entreprise, l'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple du transport routier de voyageurs, où on va trouver la première étape au dépôt, puis la phase de conduite, les risques du conducteur, les relations clients, avec les risques d'agression. Il y a aussi
des personnes administratives dans les bureaux, les responsables d'exploitation. Il peut y avoir des activités de garage. Là, on répondra oui ou non si on a une activité de garage. Et puis, globalement, comment est gérée la santé et sécurité au travail. Voilà, donc différents items qui vont être abordés. Je prends par exemple garage. Je vais donc répondre en fait à des questions et à différentes questions qui vont concerner la même activité. Donc au garage, par exemple, est-ce que l'atelier est conçu, organisé de façon à réduire les risques d'accident et améliorer les conditions de travail? J'ai un menu avec déjà des mesures qui me sont proposées. Et moi, employeur, avec les salariés, on va cocher, bah, tiens, oui, on entretient les sols, on sécurise les espaces et on met à disposition les sanitaires. Je coche ce qui est mis en place. Si j'ai mis d'autres mesures, je vais cocher, je vais cliquer sur ajouter une autre mesure. Et puis on va me demander, le risque est-il maîtrisé? Alors si oui, on va passer à la question d'après. Si ce n'est le cas, on va me demander, ben, pour vous, est-ce que c'est une priorité faible, moyenne ou élevée? En gros, est-ce qu'il peut y avoir des accidents graves ou est-ce qu'une accidentalité plus faible? Est-ce qu'il y a une exposition plus importante des salariés? Voilà, c'est tout ça qu'il va falloir se poser comme question. On va cocher élevé. Et ensuite on va me proposer des solutions, les solutions d'avant, standard que je n'avais pas coché, où je peux ajouter d'autres mesures complémentaires. Et ensuite, je vais dérouler un plan d'action. Il va me demander quel est le délai de mise en œuvre de l'action pour établir en fait mon plan d'action. Et une fois que j'ai répondu à toutes ces questions, environ entre 25 et 30 questions, hein, il y a un cahier des charges, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, on va passer au rapport. Donc on peut imprimer son document unique d'évaluation des risques professionnels et son plan d'action sous fichier Word précédemment et sous fichier Excel. Voilà l'outil OIRA. Un petit focus sur l'outil Agir suite à un accident du travail. Il est basé sur le même principe qu'OIRA, c'est-à-dire que j'ai une étape où je vais rentrer le contexte de l'accident, une deuxième étape où on va me poser des questions. Par exemple, est-ce que le travail était-il insuffisamment ou pas suffisamment préparé? Oui, non. Je réponds à des questions en termes d'organisation, de milieu, de tâches, de matériel, des questions sur la victime et d'autres causes. Puis, on va me proposer, comme dans OIRA, des mesures correctives que je choisis. Et ensuite, je vais pouvoir, pareil, éditer un plan d'action sous Excel pour trouver des mesures de prévention suite à l'accident. Focus sur les fiches solutions qui sont en cours. On a déjà un peu plus d'une dizaine de fiches. Alors, je vous ai pris un exemple. Vous avez, en termes de risque, à droite, donc chute par exemple, ou manutention. Là, ici, ce sont les manutentions manuelles. Limiter le recours aux manutentions manuelles et aux déplacements avec port de charge. Eh bien, comment faire? Donc, on vous donne des pistes de prévention. Il y a un lien avec les actions de prévention qu'on trouve dans URA. Et puis, pour finir, je n'ai pas fait le focus ici, mais on va retrouver aussi l'outil TutoPrev avec l'analyse des risques avant et après, en fait, l'analyse des risques où, en fait, des différents risques sont identifiés sur une planche et le but est de réfléchir avec le nouveau sur, tiens, quels sont les risques que vous voyez, vous identifiez, quelles solutions de prévention vous verriez sur cet aspect-là. Donc voilà, globalement, j'ai fait une petite synthèse des outils qui seront disponibles donc avec les liens. Vous pouvez aller sur les sites INRS et Amélie Risque Professionnel, les retrouver si vous voulez en savoir plus. Donc je vais passer la suite à Sandrine. Merci. Juste, on a quelques minutes si le temps que les gens téléchargent Bicas, mais la grande majorité d'entre vous êtes déjà sur le quiz, donc c'est très très bien. Rappelez peut-être, Fabrice, que l'outil OIRA, il est au niveau européen. Tout à fait. Partagé avec Donc, l'INRS. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, donc outil européen qui est piloté par l'INRS, mais bon, le terme est anglais. Donc c'est surtout la France qui a développé pas mal d'outils pour l'Europe sur cet aspect-là. En effet, s'il y a une ou deux questions sur ces outils, on a vu pour le transport, si on peut citer les acteurs nationaux, on a l'OTE qui est présente ici,
et l'AFT. Donc, ça a été des acteurs nationaux qui ont participé à développer les outils liés au transport, par exemple. C'est vraiment des outils faits avec les branches professionnelles. On est vraiment sur d'opérationnalité pour les secteurs d'activité. Donc voilà, je vais vous proposer en fait de basculer sur le petit quiz. Alors, il n'y a rien à gagner. C'est juste l'idée de faire un petit peu le point sur vos connaissances sur les subventions. Donc là, on est vraiment sur, vous avez vu, on a eu le programme de prévention. Et là, on soutient ces programmes de prévention. Dans certains secteurs d'activité, nous avons des aides financières, donc ce qu'on appelle les subventions TPE. Et donc là, on va vous questionner un petit peu sur votre niveau de connaissance sur ces subventions. Donc, Élodie, si tu peux lancer l'activité, c'est un peu chronométré. Voilà, il n'y a rien à gagner, mais on va pendant 1 minute 30 vous laisser le temps de répondre à 7 questions sur le sujet. Qui est à l'écran pour ceux qui n'ont pas pu se connecter malheureusement. Donc vous n'avez pas le... Donc, on voit la progression. Je ne sais pas si les collègues du service prévention participent. Donc, si ils n'ont pas répondu aux questions ou mails, on fera un petit cours de rattrapage, une petite révision avec Patrick Guardet. Il reste encore quelques secondes pour répondre. Je vois que ça ne bouge plus. C'est que visiblement, on arrive à la fin et que tout le monde a réussi à répondre aux questions. Pouvoir terminer l'activité. Voilà. Voir le résultat. Non, bon. Alors, on cachera le résultat et donc Pierre Lambert va prendre le relais pour présenter effectivement le bilan des aides financières sur un petit peu 2021 et puis les nouveautés, l'actualité sur 2022. C'est à toi, Merci Pierre. Sandrine. Bonjour à tous. Alors, le temps que le slide s'installe. Donc, vous avez vu avec Fabrice l'ensemble des offres de services par secteur d'activité. Donc, on voit qu'il y a des outils, il y a des démarches. Donc, c'est une offre qui permet de progresser en prévention. Pour certaines activités, on a donc la possibilité de proposer des aides financières. Alors, je tiens à le dire, c'est certaines activités, effectivement, pas toutes. L'offre de service se distingue de l'incitation financière. L'incitation financière, ce n'est pas pour toute activité, alors que l'offre de service est vouée à être déployée dans chacune des activités. Donc, dans un premier point, d'accord, tout d'abord, je prends le contrôle. Voilà, j'ai le contrôle. Et je vous montre le premier slide qui résume les montants des subventions qu'on a déjà versées les années précédentes pour ceux qui connaissent donc ces aides. Vous voyez qu'en 2019, 2020 et 2021, les montants accordés ont augmenté chaque année, donc ça caractérise un intérêt très particulier pour ces aides. Dessous, je vous ai mis les montants qui ont été accordés pour une aide très spécifique qui a eu lieu pendant la pandémie. Donc, c'est une aide qui a été ouverte en 2020, qui a été payée jusqu'en 2021. C'est pour ça que vous voyez apparaître un montant en 2021. Donc, c'est aussi une somme conséquente, puisque sur cette aide SPTPE, aide Covid, on a donc versé en Aquitaine 2,6 millions.
additionner donc des autres aides précédentes dans les SPTPE qu'on va détailler maintenant. Donc, pour un résumé, sur 2021, en additionnant les aides SPTP hors Covid plus Covid, on atteint un montant très significatif de 5,7 millions. Ceci étant dit, on peut se poser la question de savoir comment ça a été perçu par les entreprises. Alors, on a lancé des enquêtes, on n'a pas les résultats en entier pour l'instant. Je vous présente quelques points qui sont ressortis. Le premier point, c'est que une enquête régionale montre qu'effectivement, si on n'avait pas aidé, plus de 70% des entreprises aidées pour l'aide TMS Pro Action, on verra le détail si vous ne la connaissez pas après, les entreprises n'auraient pas investi. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a aidé dans la promotion de certains outils qui réduisent les risques TMS, en l'occurrence pour cette aide. Ensuite, de manière générale, une aide nationale, une enquête nationale, pardon, met en avant que les entreprises ont trouvé qu'à plus de 80% que l'aide était significative, c'est-à-dire que c'est justement, ça leur permettait de faire la bascule et d'aller vers l'achat de tel ou tel équipement. Donc ça, c'est un point très positif. Et un point nouveau qui est apparu donc cette année 2021, c'est l'arrivée d'un téléservice pour faciliter les dépôts de dossiers pour les entreprises sur le site Net Entreprise. Donc, vous voyez, il y a un petit lien avec le quiz que vous avez vu juste avant. Et donc, ce dépôt se faisait via le compte ATMP. Et je laisserai ma collègue Elisa vous présenter ce compte. Donc, un petit retour bref sur ce qu'est une subvention prévention TPE. Dans un premier temps, pour qui? Alors, pour toutes les entreprises qui ont un effectif compris de 1 à 49 salariés. Et suivant les aides, bien entendu, il y a des exclusions. C'est pour certains secteurs d'activité, comme je vous le disais, ou peut-être pas, ou peut-être c'est pour tous les secteurs d'activité. Alors, j'insiste bien sur l'effectif et sur la notion de l'effectif, à quel environnement, quel périmètre on doit le prendre. Un établissement qui est inférieur à 50 peut être pas éligible parce qu'en fait, il appartient à une entreprise qui a plus de 50 en salariés. Donc, c'est bien l'effectif SIREN et non pas SIRET qu'il faut regarder. Alors pourquoi? Bien entendu, pour prévenir certains risques auxquels sont exposés les salariés de l'entreprise. On verra risques chimiques, de chute, TMS et dernièrement sur les risques psychosociaux. Alors, on va aider comment? On va aider à hauteur de entre 25 et 70% du montant hors taxe. C'est significatif, donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à 70%. Plafonné, toutes les aides sont plafonnées à 25 000 € par programme. Alors, il y a quelques spécificités dans certains programmes où c'est plafonné pour certains points inférieurs à 25 000 €, mais grosso modo, on ne se trompe pas en donnant cet aperçu. Alors, on aide pour 3 points distincts. On aide pour l'achat de matériel et d'équipements, je précise 9. Ça, c'est le premier point. On aide aussi pour un accompagnement par un prestataire ou un consultant. Et enfin, on aide aussi pour des formations. C'est pour les formations d'ailleurs que le montant est le plus élevé. Un petit rappel sur les principales conditions d'accès. Donc, bien entendu, l'entreprise doit cotiser au régime général, doit avoir une adhésion à un service de santé, être à jour de ses cotisations. Alors ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, puisqu'effectivement, si on doit donner de l'argent, autant que quand même l'entreprise soit à jour de ses cotisations URSSAF sur les accidents du travail et maladies professionnelles, avoir informé les instances représentatives du personnel, disposer d'un document unique d'évaluation des risques mis à jour depuis moins d'1 an, d'où le lien avec les offres de service, avec l'OIRA, c'est-à-dire que c'est une bonne occasion d'utiliser l'offre de service. Ensuite, donc effectivement, on peut acquérir et ensuite on doit respecter les éventuelles conditions spécifiques. Donc voilà un parcours très rapide des conditions d'accès. Un retour sur les aides définitivement arrêtées. Je vais être très rapide là-dessus, puisque c'est peu la peine de les détailler, mais autant, si certains on les a conduits précédemment, autant leur dire qu'effectivement, celles-là sont arrêtées. Stop essuyage pour les restaurateurs, Garage Plus, comme son nom l'indique, c'était pour les garages, Préciséo pour les coiffeurs. Ça, c'était en 2020, 2021. Échafaudage, Bâtir Plus. Ces deux-là vont réapparaître sous la forme d'une nouvelle aide. On va voir ça tout de suite. Une qui est arrêtée, qui était uniquement en 2021, Cuisine Plus Sûre. Et une qui durait depuis un petit moment, c'est Filmeuse Plus. Donc celle-là, elle n'existe plus, c'est plus la peine d'essayer de déposer un dossier dans ce domaine-là. À ce jour, 18 SPTPE, subventions prévention TPE, sont disponibles en 2022. Alors, on rajoute aide disponible dans la limite du budget 2022. Il y a de l'argent pour l'instant. Vous avez vu qu'il y a des sommes conséquences qui ont été données. Donc là, à ce jour, le budget est OK. À ce jour, bien entendu. Et il est important cette année de préciser que les dossiers
et les achats doivent avoir lieu avant le 30 septembre 2022. Petite année, puisque dans notre cycle d'action nationale avec l'État, c'est 2022, c'est la fin d'un cycle pour démarrer sur un nouveau cycle en 2023. Et donc, à la fin d'un cycle, il faut clôturer l'ensemble de nos comptes un petit peu plus en avance qu'à la fin de l'année habituellement. Donc, c'est pour ça que c'est important de retenir le 30 septembre. 30 septembre, dépôt des dossiers et également des achats des équipements. C'est-à-dire la facture doit dater d'avant le 30 septembre ou du 30 septembre, dernier délai. Alors, je vais détailler ces 18 aides. Il y en a 9 qui portent spécifiquement sur des risques TMS, des risques concernant le risque chimique et des risques RPS. Sur les TMS, on a TMS Pro Diagnostic. C'est une aide qui permet d'aider au diagnostic des situations de travail pour pointer des situations qui sont à améliorer pour réduire les risques TMS, avec la participation à hauteur de 70% d'un ergonome, consultant ou IPRP. Quand ce diagnostic a été fait, un plan d'action a été mis en avant, il y a des équipements qui sont fléchés, et c'est là que vient la TMS Pro Action, qui est en vert sur mon tableau, parce qu'en fait, elle a eu des évolutions, très peu, mais sur les conditions. C'est pour ça que en fait, je l'ai mis en vert. En bleu, ce sont les aides qui ont déjà existé les années précédentes et qui sont donc reconduites. TMS Pro Action, on y focus tout de suite sur ce sujet après la présentation des aides. Équipe Mobile Plus, une aide qu'on ne peut pas dire qu'elle ait eu un franc succès les années précédentes. C'est dommage, c'est une aide qui permet en fait l'acquisition de moteurs, de petits moteurs qu'on peut mettre dans les roues pour aider à la manipulation de chariots. Attention, ce ne sont pas pour aider à l'acquisition de chariots automoteurs, mais pour aider à la manipulation des timons pour mettre en début de chariot s'il y a plusieurs chariots à tirer, de transformer des roues de chariot par une roue motrice. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette aide. Voilà pour les TMS. Pour les risques chimiques, différents types d'aides. Soudage plus sûr, comme son nom l'indique, c'est pour aider dans l'activité du soudage à capter les fumées de soudage. Donc une aide qui marche bien et qui, j'espère, marchera encore bien cette année pour passer sur, par exemple, des torches de soudage aspirantes, qui est une technologie qui maintenant fait ses preuves. Stock amiante, donc ça c'est pour les entreprises qui interviennent en sous-section, donc uniquement sous section 4. Attention, ce ne sont pas les entreprises qui sont donc qui travaillent dans l'amiante exclusivement, mais ce sont des entreprises, par exemple du BTP, qui peuvent de temps en temps avoir à faire des travaux en sous-section 4 du Code du travail. Donc ça c'est participation à certains équipements. Air bonus, c'est pour le captage des fumées des moteurs à explosion. Donc on retrouve là une aide qui est destinée au garage, bien entendu. C'est lors des manipulations dans les ateliers de garage pour capter à la sortie du tuyau d'échappement, mais aussi pour les contrôles techniques. Deux autres aides qui commencent par un terme RC Pro, qui veut dire risque chimique pro. Ces aides, risque chimique pro équipement et risque chimique pro peinture et menuiserie, sont nouvelles. On va les voir ensuite. RPS Action, donc comme son nom l'indique, pour l'accompagnement pour les risques psychosociaux. Alors, ce n'est pas Action, au début c'était Action, excusez-moi, c'est RPS Accompagnement, le nouveau nom. Ensuite, on a 6 aides ciblant spécifiquement des secteurs d'activité par métier, donc le métier de construction, et c'est là qu'apparaît la nouvelle aide Top BTP, qui est en fait un agrégat de ce qui existait avant, bâtir plus, échafaudage, et en plus de ça, de nouveaux équipements apparaissent. Donc pour les gens qui sont intéressés par les équipements dans le BTP, c'est une aide extrêmement intéressante, qui est très large, avec beaucoup d'équipements. Aide et soins à la personne, des aides qui existaient auparavant, qui ont été redessinées. En fait, dans les aides précédentes, c'était des packs qui existaient, c'est-à-dire vous achetez ça, mais il fallait qu'il y ait aussi d'autres équipements qui soient associés, ce qui rendait peut-être un peu flexible l'aide. Donc cette fois-ci, c'est bien détaillé. On peut retrouver par exemple donc des prestations d'équipement, à la fois pour ASP domicile et ASP établissement, mais on retrouve aussi des prestations de formation et aussi une possibilité d'accompagnement. Donc dans les équipements domicile, on peut retrouver des coussins rotatifs, des ceintures de transfert, des draps de lit, donc beaucoup de petits équipements pour aider à la manutention à domicile. Et aussi dans l'établissement, ben ça c'est des rails, des choses établissement, c'est pour les EHPAD bien entendu. Hôtellerie et métier de bouche, 2 aides spécifiques par métier qui viennent d'être remises à jour avec des équipements par rapport à l'année dernière, de nouveaux équipements. Et bien, quand on parlait en tout début de notre entretien, les conditions sont sorties, elles sont mises à jour
très rapidement sur le site Amélie, mais elle est dès à présent disponible. Et enfin, propreté qui existait déjà, c'est des équipements pour, comme son nom l'indique, pour le nettoyage. Donc voilà, on en a 15 nationales et on en a 3 qui sont spécifiquement réservées dans notre région. La première, c'est Passacquiprève. Donc c'est pour développer la culture de prévention des entreprises et les engager dans une démarche d'analyse des risques, avec une aide dans les formations, des aides dans les accompagnements. Et à la suite de ces accompagnements ou de ces formations, à la suite d'un plan d'action, on peut participer à l'acquisition de certains équipements. On a une aide spécifique aux interventions d'entreprises extérieures en entreprises utilisatrices. Alors cette subvention, elle a pour objectif d'encourager le déploiement des mesures de prévention liées à la coactivité. Toujours même principe, formation, accompagnement et si plan d'action argumenté, participation à certains équipements, acquisition de certains équipements. Et enfin, en route vers la prévention, c'est une aide, donc elle concerne plus une aide pour une démarche globale de la prévention du risque routier professionnel avec l'accompagnement d'un ergonome. Donc une aide très, très spécifique et singulière qui existe depuis 2 ans. Voilà, donc ça c'est un récapitulatif sur nos 18 aides présentes sur notre territoire, 15 nationales et 3 régionales uniquement sur les 5 départements de l'ancienne Aquitaine. Un focus sur la subvention prévention TPE TMS Proaction qui a beaucoup de succès. Les années précédentes, c'est elle qui était sur le top du podium dans les aides demandées. Donc bien entendu, l'objectif, c'est sur la base d'une analyse de situation de travail, aider à l'achat de dispositifs sûrs et permettant de réduire les TMS. Donc le préalable, c'est un diagnostic des situations de travail. Une fois celui-ci fait, avec possibilité effectivement de participer à ce diagnostic, ça c'est l'aide TMS Pro Diagnostic, on passe à l'aide TMS Pro Action. Donc c'est une aide extrêmement intéressante où on n'a pas un équipement ou 3 ou 4 qui sont fléchés, non, c'est l'ensemble des équipements possibles permettant en fait une réduction des TMS lors de l'activité de travail. Alors, je vais rajouter des commentaires. Bien entendu, hein, cette aide-là, puisqu'elle est ouverte et qu'il n'y a pas d'équipement très ciblé, ce n'est pas une subvention pour financer un outil de production basique de la profession. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'augmenter donc la prévention lors de la manipulation et donc de participer à des options très spécifiques, d'aller vers un outil qui est beaucoup plus cher qu'un outil basique, etc. Donc, puisque ce sont beaucoup d'outils et pas un seul outil, il est possible que des fois, on puisse demander une vérification de conformité machine si il y a plusieurs machines à coller ou si c'est des machines que l'on n'en connaît pas. Et ensuite, bien entendu, on peut exiger, lors de la lettre de réservation, une formation à l'équipement, ça va de soi. Alors, des exemples. Là, je vous ai mis un exemple particulier. On voit ici deux personnes en train de charger dans une camionnette un équipement lourd. Ils ont installé un équipement permettant d'accéder à l'intérieur de l'équipement et on voit qu'ils peinent à le monter. Ça, c'est une situation de travail qui augmente les risques de TMS. Donc, suite à un diagnostic, bien entendu, on va proposer l'achat d'un haillon élévateur installé sur l'équipement. Donc, on ne va pas financer l'ensemble de la camionnette plus le haillon élévateur. On va se concentrer sur l'acquisition du haillon élévateur et en participer sur cette acquisition. Donc, voilà un exemple de TMS Proaction. D'autres exemples, très rapidement. Le premier, c'est donc en fait pour aider au cerclage de carton. On peut le faire à la main, c'est un risque de TMS. On peut le faire automatiquement. Donc, c'est l'acquisition de cette machine. Dessous, on voit un pied de vélo. Les vélos sont de plus en plus lourds parce qu'ils sont électriques. Pour bien travailler, il faut l'adapter à sa hauteur. On a participé ici à l'achat d'un pied électrique permettant, donc on pose le vélo, on l'accroche, on appuie sur un bouton et ça se lève à la hauteur de travail. Donc ça, c'est un équipement qui est très intéressant pour réduire les TMS. Ensuite, anecdotiquement, mais quand même intéressant, on voit ça dans les crèches. On a eu un diagnostic qui montrait qu'effectivement, il y avait des risques de TMS quand on levait les enfants pour les changer sur la table à changer. Ben, si les enfants, bien entendu, faut-il que les enfants puissent monter d'eux-mêmes, mais en fait, cet escalier-là permet à l'enfant de monter tout seul et éviter donc à la personne de se faire mal au dos. Le dernier exemple, c'était des manipulations de bidons
avec un appareil très spécifique. Alors là, cet appareil-là, il n'est pas dans le commerce, il a été fabriqué à façon pour aider cette entreprise à manipuler des bidons. Donc on voit différents types de manipulation et c'est très large. Rapidement, sur RC Pro, donc risque chimique pro, des équipements qui sont ouverts à toutes les entreprises et qui sont listés: sorbonne de laboratoire, armoire ventilée de stockage, fontaine de dégraissage biologique, bac de rétention, dispositif de brumisation pour abattage des poussières, ou enfin aspirateur de chantier de classe M ou H. C'est le niveau de filtration. Donc là, on participe à l'achat de ces équipements-là, si l'entreprise a la nécessité de les acheter. Et point quand même assez particulier, on participe aussi à la vérification des performances aéroliques et acoustiques des Sorbonnes. Et ça, c'est un point très important parce que souvent, on va acheter donc des moyens de ventilation, mais on ne vérifie pas qu'elles sont efficaces. Certes, ils font peut-être du bruit, mais ça ne veut pas dire qu'ils aspirent. Et donc là, on a la certitude qu'elles vont fonctionner parce que, bien entendu, nous, on ne participera pas économiquement si les performances ne sont pas validées par un laboratoire de contrôle. Ensuite, on a aussi une subvention RC Pro, mais spécifiquement celle-là, elle est réduite aux activités, uniquement des activités du BTP, du bois et des magasins de bricolage, où on va avoir une participation dans les box ou des laboratoires de préparation, cabines de peinture, de vernissage, enceintes de séchage, et équipements de nettoyage automatique des outils. Toujours pareil, même principe, on participera à hauteur de 50% hors taxe, et toujours pareil, on demandera une vérification des performances aéroliques et acoustiques, et on pourra, si les performances sont avérées, participer à hauteur de 70%. Enfin, grosso modo, on ne participera à 50% de l'équipement plus 70% du passage de l'organisme de contrôle, que si tout est OK, bien entendu. C'est le but de l'opération. La STPE Top BTP. Alors, un point nouveau par rapport à l'échafaudage plus que vous avez peut-être connu les années précédentes. Cette fois-ci, l'échafaudage est arrêté. Apparaît Top BTP. On participe toujours sur l'acquisition d'échafaudage. Le point quand même très spécifique, c'est que le montant d'aide est à 25% cette année. Ensuite, on peut aussi aider sur certaines formations à hauteur de 70%, formations très spécifiques. Et on a aussi, donc c'est la liste, d'énormément de matériel, évitant donc des chutes. On a des matériels dans la prévention des risques de chute et de chute de plein pied. Donc, par exemple, mais la liste est beaucoup plus longue, hein, protection des trémies d'escalier, accès provisoire, plateforme, etc. On participe aussi à la prévention des risques de TMS liés aux vibrations, et donc outillage portatif anti-vibratile. Prévention des risques d'ensevelissement, c'est des travaux en tranchée par exemple, donc blindage léger et manipulable, etc. Et enfin, une amélioration de l'organisation sur les chantiers, bungalows. Ces bungalows, ces coffrets électriques, on les voyait déjà à l'époque de Bâtir Plus. Sur la SPTPE RPS, donc le financement est nouveau, puisqu'on va participer à une prestation d'accompagnement permettant d'agir en prévention des RPS. On a bien rajouté hors expertise CSE, bien entendu, par un consultant référencé par une caisse CARSAT. La liste existe sur Amélie. Et attention, ce consultant ne peut pas en plus ensuite sous-traiter. On a deux prestations très spécifiques. La prestation, une qui correspond à une participation à un diagnostic repérage des facteurs de RPS et aide à la définition du plan d'action de prévention. Et la seconde prestation qui est un accompagnement à la mise en œuvre de ce plan de prévention. Dans les deux cas, financement à hauteur de 70% du montant, avec un minimum de 2 000 €. Il y a toujours, je ne l'ai pas mentionné au début, il y a toujours quand même un minimum hein, au niveau de participation. Si le montant ne dépasse pas un certain minimum, ben on ne participera pas, mais ça s'entend parce qu'en fait, effectivement, l'enjeu financier était trop bas. Voilà pour la STPE RPS. Donc, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vois qu'il y a des questions. Ben, on prendra un temps à la fin de la présentation d'Elisa ensuite pour y répondre, ou maintenant, enfin, on verra, Sandrine, comme tu veux dans la présentation. Il est important de retrouver, justement, je vois qu'il y a des questions sur quelle formation dans le PTP ou quels équipements. Alors, tout se retrouve bien précisément sur le site Amélie Entreprise, le site national. Alors, si vous oubliez exactement où ça se situe, je vous mets
4 mots-clés, hein. Si vous mettez Amélie sur le moteur de recherche, Amélie subvention, prévention TPE, vous trouverez tout de suite l'ensemble de ces subventions. Vous pouvez aller sur notre site. Du coup, les mots-clés sont CARSAT Aquitaine SPTPE. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut conseiller, en l'occurrence vous. Mais ensuite, pour l'entreprise, il aura accès à toutes les aides à laquelle il a droit dans son compte ATMP. Donc, pas de confusion possible. S'il se pose la question, est-ce que je suis éligible, je ne suis pas éligible, il va sur son compte ATMP et il verra les aides auxquelles il a droit. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Ben, je vais passer le premier slide de ma collègue Elisa et puis je lui donne la main. Merci Pierre. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je vais vous présenter la marche à suivre pour une subvention depuis son compte ATMP. Je vous présenterai les grandes étapes de la demande et ce sera également l'occasion de vous présenter le compte ATMP. Alors, pour bénéficier d'une subvention, il faut donc se rendre sur notre entreprise, sur le compte ATMP et réserver en ligne la subvention. Sachez quand même que la CARSAT propose d'aide pour créer son compte ATMP aux entreprises qui ont des difficultés. Sur le site de la CARSAT Aquitaine, il y a un email de contact. Alors, une fois que la réservation est faite, la CARSAT qui est en charge de l'entreprise a 2 mois maximum pour donner suite à cette demande, donc confirmation. Une fois que la confirmation de la réservation a été adressée à l'entreprise, celle-ci a 6 mois dans la limite du 15 novembre pour envoyer les justificatifs demandés. Alors, ce sont les attestations URSSAF, les factures acquittées, le RIB et des documents spécifiques à la subvention demandée. Ils devront être fournis sous format PDF dans le que tout se fait en dématérialisé. Une fois que le dossier est complété, donc le versement se fait et l'entreprise pourra constater le versement par virement bancaire. Juste, Elisa, si tu peux peut-être couper ta caméra pendant que tu parles, parce que je pense que le débit est un peu faible et c'est un peu haché. Merci. J'espère que ça va aller mieux. Oui, c'est mieux, merci. Merci Sandrine. Donc là maintenant, on voit le compte ATMP. Donc c'est un espace qui est quand même très ergonomique, facile d'utilisation et qui est également assez pratique puisqu'il permet notamment à l'entreprise d'avoir accès à son taux ATMP, code risque, également à l'historique de son entreprise et aussi à l'ensemble des aides auxquelles elle est éligible. Donc, pour poursuivre la demande, l'entreprise va se rendre dans la rubrique service et va cliquer sur « Demander une subvention prévention TPE ». Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre d'informations, notamment les critères d'éligibilité. Et ces informations peuvent évoluer avec le temps puisque ce sont en fonction des messages que veut communiquer la CARSAT. Donc, pour poursuivre, sur le bandeau bleu, l'entreprise va effectuer une demande. Là apparaissent l'ensemble des subventions auxquelles elle a droit. Elle choisit celle qui l'intéresse et clique sur « Demander ». Donc, elle doit compléter un certain nombre d'informations dans un formulaire dont certains champs sont obligatoires et elle joint au format PDF les justificatifs demandés. Elle finalise en cliquant sur « Envoyer la demande ». Donc, une fois que la demande est envoyée, elle apparaît dans l'espace « Dans les demandes ». Elle est transmise également à la CARSAT dont elle dépend. Et comme je vous le disais tout à l'heure, celle-ci a 2 mois pour répondre favorablement ou pas à la réservation. Elle pourra également demander un certain nombre, la CARSAT pourra demander un certain nombre de renseignements complémentaires. Ça se fera par le système de notification et un mail sera envoyé à l'entreprise pour l'alerter. Là, on retourne sur le compte ATMP. Donc, via mes demandes, l'entreprise va pouvoir connaître l'état d'avancement de la demande, si la demande est donnée, si elle est en cours de traitement ou si elle est terminée. Ensuite, dans Ouvrir ma demande, elle va pouvoir modifier, ajouter le
pièce et dans Mon journal, elle va avoir accès à l'ensemble des événements relatifs à sa demande. Donc, comme vous pouvez voir, on a la date d'émission, on a les notifications adressées par la pièce, les messages de l'entreprise, parce que par le biais du journal, l'entreprise a la possibilité de communiquer avec la CARTAT à partir de messages. Et pour finir, toujours sur le compte ATMP, on a l'onglet Contact qui propose de s'informer sur les dispositifs de subvention sur Amélie-Faire, de prendre contact par téléphone via le 3679 et enfin de demander à être contacté soit par mail, soit par téléphone en laissant ses coordonnées. Donc voilà pour la présentation demande de subvention et la présentation du compte ATMP. Je te laisse prendre la suite, Sandrine. Oui, merci Lisa. Alors, on a des questions, pour certaines ont été répondues, mais notamment qui concernaient le BTP, sur le type de matériel qui pouvait être acheté. Donc, je pense que les personnes qui ont eu les réponses, soit nos collègues veulent préciser des réponses. Oui, alors, je vois là, effectivement, il y avait une question, c'était sur les types de formations, parce que c'est nouveau, hein, ça n'existait pas avant, ce type de formation qu'on pouvait retrouver dans l'offre Top BTP. C'est des formations sur l'accueil des nouveaux, des formations sur travail en hauteur et des formations sur la coordination SPS. Donc, Guillaume a bien reprécisé, tout se retrouve dans les pages précises, dans les conditions. Mais c'est effectivement un point nouveau, hein. Ce ne sont pas des formations type CACES, par exemple. Voilà. Ok, et donc il y a une question si les justificatifs ne sont pas conformes. Courrier d'échange, Alors y a-t-il oui, des courriers d'échange? bien entendu, le mieux, on remplit les justificatifs, le plus rapide sera le traitement du dossier. S'il y a un souci, par exemple, dans une facture, il y a des échanges, bien entendu. C'est pas refusé. C'est un traitement normal. Le tout, c'est que quand même l'équipement se corresponde exactement. En revanche, après un certain nombre d'échanges, il y a un deadline qui sera donné. Et si effectivement, souvent, il est arrivé, surtout quand on voit la date du 30 septembre s'approcher, on dira si vous ne répondez pas dans les 10 prochains jours, malheureusement, nous serons dans l'obligation de clôturer et de refuser définitivement la demande. Voilà, donc je pense que c'est très important, les échanges sont possibles. En revanche, après, à un moment donné, effectivement, les allers-retours doivent être arrêtés, quoi. Donc, on a des questions sur l'achat des PEMP. Est-ce que ça existe, ces aides? Alors, attends, c'est où ça? C'est l'achat C'est la des... dernière question. Ouais. Oui, alors, c'est dans le BTP, il y a énormément d'aides possibles. Et il y en a. Alors, est-ce qu'il y a un cahier des charges? Donc, ce qui est assez original quand même et nouveau par rapport à l'aide sur le bâtiment, c'est que vous verrez, il y a un cahier des charges précis associé à chacune des équipements qui sont mis. Alors, il y a effectivement des micro-pumps faible largeur. Alors ça, c'est un point important parce que l'orientation a été menée sur le constat sur les chantiers et le but est que la nacelle qui va être installé puisse passer dans des endroits compliqués. Donc, c'est pour ça qu'il y a une restriction sur les 90 cm de largeur et les PEMP qui ne dépassent pas 90 cm, bien entendu, hein, quand c'est plié, donc sont acceptés dans cette aide-là. Merci. Donc, est-ce que les entreprises s'interrogent sur les aides? Est-ce qu'elles doivent absolument passer par le compte ATMP ou est-ce qu'elles peuvent avoir des échanges mail en avant ou téléphoniques? De plus en plus, l'ensemble, j'attire bien votre attention là-dessus, l'ensemble quand même des éléments qu'on recherche se retrouvent dans les conditions générales. On devient quand même, on a reçu beaucoup de questions les années précédentes et là, maintenant, donc on a une certaine expertise, on rajoute. Donc le but, bien entendu, c'est d'éviter des échanges et que ce soit le plus clair possible dans les conditions. S'il y a effectivement un souci ou une difficulté de compréhension, bien entendu, il y a une adresse email qui s'appelle Prévenir, on peut poser la question. Mais vraiment, j'attire votre attention, une grande majorité des réponses se retrouvent dans les conditions générales et c'est peut-être plus rapide de les trouver directement. Mais bon, bien entendu, on est ouvert à toute discussion. Et l'autre question, c'était est-ce que l'aide doit passer obligatoirement par le compte ATMP? Alors là, oui, parce qu'en fait, depuis le 1er janvier 2022, toute entreprise a l'obligation d'ouvrir son compte ATMP.
Donc, on suit. Et effectivement, ça va de pair. Donc, le lieu Et d'information, voilà, voilà. c'est quand même directement Amélie. Sur le site de la CARSAT Aquitaine aussi, il y a de l'information. Et puis, la demande par le compte ATMP. Voilà. C'est un gain de temps. Vous avez vu le questionnaire qui a été pour les gens qui sont passés par ce téléservice, ils ont été très majoritairement contents de ce téléservice-là. Donc, je pense que c'est vraiment une avancée par rapport à ça. On voit en temps réel si notre dossier est ouvert, pas ouvert, s'il y a des difficultés. Donc, j'encourage vraiment, bien entendu, de passer par ce compte ATMP. On peut penser que c'est un frein parce que on doit aller sur un système informatique, mais je suis convaincu du contraire. Et puis, c'est ouvert 24/24. C'est qu'on a eu des appels, je crois, le samedi ou le dimanche. Alors, je vois pour les PAMP supérieurs à 90 cm, non, l'aide Top BTP ne le permet pas. Okay. Alors, il y a eu des questions sur quand même le cumul des aides. Je pense que Pierre, on peut peut-être revenir de façon plus précise sur comment marchent les cumuls des aides. Alors, donc oui, déjà, le principe, d'abord le sirène. Effectivement, on disait que l'effectif, c'est le sirène. Ensuite, après, une entreprise de 49 personnes, donc est éligible pour peu que, effectivement, son code risque correspond à ce qui est marqué dans les conditions générales. Et ensuite, elle peut avoir 3 établissements. Si ces 3 établissements ont une nécessité d'acheter un matériel qui se retrouve dans nos aides, on peut, chacun, indépendamment, puisque ce qui est très important, c'est que l'effectif, c'est au niveau du sirène, mais c'est ensuite le SIRET qui pose la demande. Ce n'est pas l'entreprise sirène qui pose la demande, c'est le SIRET, c'est l'établissement. Et on peut avoir 3 établissements, s'il existe 3 établissements qui posent donc une demande. En revanche, le plafond, c'est sur le sirène, sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, le sirène, eh ben, on aura 10 000 pour un, peut-être 10 000 pour le deuxième, et le troisième, il a 15 000. Il a, excusez-moi, 5 000, ça dépasse 10 et 5. Donc ça, c'est d'abord, voilà. Après, ensuite, il y a combien de programmes? C'était ça peut-être aussi. C'est ça, oui, aussi la question. Et donc ça, c'était la réponse sur l'éligibilité par programme. Et donc l'autre slide, c'est combien de programmes? On peut faire jusqu'à 3 programmes distincts. Et il y a donc une exception, c'est si on a participé sur la période de 2018 à 2022. Puisque je vous disais qu'on était à la fin d'un cycle. Donc, 3 programmes. Exceptionnellement, on accepte un 4e programme qui était le Covid. C'est-à-dire, donc, on met de côté si on a eu une aide Covid, et à côté de ça, donc, on a droit à 3 programmes distincts à 26 000 euros. Grosso modo, ça fait une aide potentielle de 75 000 euros. Voilà. Ensuite, après, ça veut dire que l'entreprise a aussi versé pas mal d'argent de côté, puisque si c'était à hauteur, grosso modo, de 50%, ben, c'est l'entreprise a versé de son côté 75 000 euros. Mais voilà, c'est un potentiel, oui. Alors, on a des questions sur l'aide RPS. Si on peut aller un petit peu plus dans le détail, ce que contient voilà, je ne sais pas si ma collègue Isabelle est présente. Si elle n'est pas présente, je reprends. Je ne crois pas qu'Isabelle soit là. Je ne pense pas, je ne l'ai pas vue. Donc, le but de l'aide, c'est de pouvoir participer au financement d'un consultant au cours d'une analyse RPS sur des différentes situations de travail, sur une situation globale dans l'entreprise. S'il est nécessaire d'avoir une étude RPS, a la possibilité de participer à hauteur de 25 000 euros. Alors là, suivant la prestation 1 ou 2, on peut distinguer. Donc, un diagnostic, c'est pour la 1, prestation 1, et une réalisation, un accompagnement pour la prestation 2. La liste des consultants vont être mis en ligne sur notre site, mais ils sont déjà mis en ligne sur le site Amélie. Vous avez l'ensemble des consultants, alors ce n'est pas uniquement sur l'Aquitaine, hein, vous avez l'ensemble des consultants qu'on peut appeler sur le site Amélie. Alors par contre, est-ce que cette aide vient, en cas de signalement d'une situation de harcèlement par des salariés, sert-elle à financer l'enquête? Alors c'est le chef d'entreprise qui dépose après donc sa demande. Alors l'harcèlement, ça sort un petit peu. Ça relève plus du code du travail et de l'inspection. Donc, je ne sais pas. Alors après, sur ce sujet-là, j'irais plus dire pas forcément. Ça dépend. Après, c'est suivant les discussions au sein de l'entreprise, chef d'entreprise et représentant du personnel et salariés. C'est la discussion à savoir comment ça doit se
se transformer. C'était hors expertise CSE de toute façon. Donc, Voilà. voilà, De toute façon, effectivement, voilà. On a des questions bâtiments sur quels sont les types de formations pour les travaux en hauteur. Alors, pour les travaux en hauteur, peut-être on j'ai a des peu collègues du d'éléments déjà. BTP. Je ne sais pas si nos collègues Oui, du peut-être que je BTP, crois que Guillaume. je ne sais pas si sinon je peux rentrer dedans plus en détail. Je vais aller dessus. Je ne connais pas par cœur. Donc, c'est sur une journée minimum. C'est pour comprendre et respecter les solutions de prévention préconisées dans les modes opératoires et connaître les limites d'utilisation des équipements et des protections collectives et individuelles destinées à protéger de la chute de hauteur sur un jour minimum. Voilà, donc c'est des formations qu'on retrouve chez plusieurs types d'organismes. On a alors 2 questions, toujours sur les RPS. Donc en fait, effectivement, hein, l'aide financière essentiellement pour le repérage des facteurs des risques psychosociaux, hein, on est clairement là-dessus. Oui. Et une question sur qu'en est-il de l'aide aux restaurateurs indépendants sans salariés? Toutes les formes d'entreprise sont-elles éligibles? Alors actuellement, effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui. On a parlé aujourd'hui des entreprises, donc du régime général ayant des salariés. Il existe aussi d'autres aides pour le secteur des indépendants. Actuellement, c'est maçons et restaurateurs. Donc, si c'est effectivement pour un indépendant, mais alors, on parle bien, hein, le chef d'entreprise d'une entreprise est indépendant, mais il a des salariés. Donc, je parle bien d'un chef d'entreprise indépendant sans salarié. Et il y a toujours effectivement des aides pour aider. Alors, je n'ai pas en tête le détail parce que je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui. Mais c'est des équipements qu'on pouvait retrouver à l'époque dans Cuisine Plus Sûre. C'est grosso modo ces équipements-là, avec des plafonds plus bas, mais c'était des autocuiseurs pour les restaurateurs. Voilà. Alors, il y a pas, c'est pas la population des restaurateurs sans salariés, elle n'est pas énorme. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un secteur qui existe. Hein. C'est le food truck, c'est quelques restaurateurs qui sont indépendants, qui travaillent seuls chez eux dans leur boutique. Donc on va vous redonner, je pense, les liens pour trouver les aides pour les maçons. Juste pour finir un petit peu, Maçons qui répond indépendants de nouveau, hein, bien entendu. maçons Hein. indépendants, Ouais, bien sûr. Et juste si, pour finir les questions qu'on avait eues dans le quiz, est-ce que si j'ai déjà déjà investi dans un équipement, est-ce que je peux bénéficier d'une subvention? Parce que c'est des questions qu'on a beaucoup. Ça, c'est voilà. Alors on peut, si l'équipement se retrouve nommément avec le cahier des charges respecté dans une aide, on arrive. Alors, il faut que la facture soit dans la période de l'aide, mais on peut effectivement accepter directement. C'est sur facture en fait. Hein, il n'y a plus besoin de l'étape classique. C'était j'ai ce devis-là. Est-ce que ça rentre dans l'aide? Donc du coup, on dit oui et la personne achète. On a aussi l'autre étape, c'est j'ai acheté ça, je vois qu'elle existe et que c'est le cahier des charges est respecté dans cette aide-là, ben je vous envoie ma facture et mon dossier rempli. Si elle se retrouve, eh ben c'est très bien, on va. On peut prendre le risque de dire ah ben non, voilà, vous n'avez pas vu, ce cahier des charges-là n'est pas totalement respecté et du coup vous l'avez déjà acheté. Donc là, vous ne pouvez pas participer et on ne participera pas, même si, enfin, à moins qu'il faut vendre et reacheter. Quoi. Voilà. Après, sur les conditions un petit peu de financement du matériel, pour être très clair, c'est que du matériel Alors neuf. voilà, ça c'est un point souvent. Alors, il a été dans le temps pour certains tracteurs ou dans le domaine du transport routier, effectivement, quand c'est l'habitude de la profession de faire du crédit by leasing, dans certaines aides à l'époque, c'était accepté. Bon, là, c'est totalement maintenant refusé. Donc non, pas de crédit by, de leasing, de location longue durée. Hein. Surtout pas, parce que votre dossier sera refusé. Et alors, sur la conformité, je pense, des équipements neufs et Alors, conformes. premièrement, voilà, exactement, Sandrine, hein, le matériel doit être neuf, hein, je l'ai bien précisé, et ça, c'est un point important, c'est pour ça qu'on l'avait souligné aussi dans le quiz, il faut qu'il soit neuf, il faut qu'il soit conforme à la directive machine européenne, le petit logo CE, alors voilà, pour l'histoire, hein, CE, ça veut dire donc conformité européenne. Ça peut aussi dire, pour des gens qui ont beaucoup d'imagination, China Export. Eh bien, je peux vous assurer, on l'a vu. Donc, le logo CE ne suffit pas. Hein. Il faut avoir l'ensemble de la déclaration de conformité pour être sûr que la conformité est valable.
Merci Pierre. Alors on arrive à la fin de ce webinaire. Toute notre actualité, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. On a aussi un compte Twitter, LinkedIn ou YouTube. Donc n'hésitez pas à suivre et vous abonner sur nos chaînes. Si vous avez des questions, soit pour la partie prévention, vous avez le mail du service prévention directement, vous pouvez nous contacter, ou toutes les questions relatives à la tarification, au compte ATMP, voilà le mail du service. Voilà, je vais laisser la parole de conclusion à Patrick. Je vous remercie. Eh bien, me revoilà. Ouais, donc, écoutez, merci de votre attention. Il y a eu pas mal de questions, donc j'espère qu'effectivement, on a suscité votre intérêt et qu'on a répondu un petit peu aux questions que vous pouviez vous poser. Sur les aides financières, il y a toujours beaucoup de questions. Tous les cahiers des charges donc, sont en ligne sur Amélie et sont accessibles donc, soit sur Amélie Entreprise, soit sur via le site internet de la CARSAT. Ils sont de plus en plus détaillés, hein. Il y a eu pas mal de questions sur les aides pour le bâtiment, par exemple. C'est vraiment très, très détaillé. Il y a des tableaux complets avec les échafaudages éligibles, avec plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Sur, effectivement, l'accès à ces aides, privilégier le compte ATMP, c'est très clair parce que d'abord, de toute façon, aujourd'hui, les entreprises doivent avoir un compte ATMP et honnêtement, c'est pas compliqué. Et ça permet d'accélérer le traitement des dossiers également chez nous, parce que donc c'est important dans un contexte où le nombre de dossiers qu'on traite augmente d'année en année. Voilà. Après, il peut y avoir des difficultés, hein. Je pense par exemple à des questions d'effectifs, où il y a une erreur dans l'effectif de l'URSSAF ou quoi, et donc l'entreprise, du coup, ça va bloquer parce que on va lui dire qu'ils sont plus de 50 alors qu'en fait ils sont moins de 50. Ça arrive de temps en temps. Enfin, en tout cas, c'est arrivé. Bon, sur ce genre de situation, il ne faut pas hésiter. Prévenir à @carsat-aquitaine.fr, l'adresse mail générique. Donc évidemment, nous contacter en cas de difficulté. Il ne faut pas hésiter. On est là pour ça. Donc voilà, mais normalement, à 99,9%, je dirais, ça fonctionne de façon assez fluide en allant chercher l'information sur Amélie ou sur le site de la CARSAT et en demandant les aides via le site, via le compte ATMP. Donc voilà, vous allez avoir un nouveau petit QR code qui va vous permettre d'accéder à un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir, d'abord pour nous aider à progresser, ensuite parce qu'on va vous demander également s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on traite à l'avenir sur d'autres secteurs d'activité, d'autres risques, d'autres sujets, de manière à enrichir, je dirais, notre offre de webinaire. Donc, on les construira en fonction de ce que vous attendez. Et donc, c'est important qu'on sache ce que vous attendez, de quoi vous avez besoin. Voilà, et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu, on va dire. Et puis, peut-être un petit mot de conclusion de la conclusion par Sandrine, si j'ai oublié quelque chose sur les questions de logistique ou d'organisation. Non, tu as été parfait, Patrick, c'est normal, tu Comme es le chef. d'habitude. Non, oui, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Si aussi vous avez besoin que les pilotes des différents programmes de prévention vous recontactent, c'est aussi l'occasion de nous en faire part. Si vous voulez qu'on donne des informations auprès de vos adhérents, faire des relais, il n'y a aucun souci. Donc le formulaire soit forme, soit voilà, est là pour ça, qu'on vous recontacte sans problème. Et puis vraiment, un grand merci à vous de votre présence et à très bientôt. Merci à tous et à l'équipe organisatrice pour la réussite de ce webinaire. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.